Nos ministres se seraient-ils flattés de répondre à tout en nous faisant contempler la destruction de notre rival? Mais vous êtes donc là notre grand intérêt, sans existence convenablement calculée n'est-elle pas nécessaire à notre gloire et à notre durée? Car je suis de ceux qui craindraient nos propres excès si nous demeurions sans contrôle au sein d'une trop grande prospérité. Que dis-je? Cette rivale peut même nous être essentiellement nécessaire comme allié ou comme contrepoids. Ce serait une insigne folie que d'imaginer que la grande lutte finie, les puissances du continent ne reprendront pas leur jalousie naturelle contre notre puissance maritime, si préjudiciable en leur intérêt, en s'unissant à nous de bonne foi, elles ne feront que parer aux dangers les plus pressants. Bientôt les affaires se compliqueront de nouveau infailliblement, et si cette monarchie universelle qui nous ont fait courir tant de dangers et que nous avons abattue lorsqu'elle s'élevait du midi vers le nord, venait à nous menacer de nouveau en se précipitant du nord vers le midi, où serait notre ressource? Quel est donc notre aveuglement d'avoir ainsi annihilé la France, en lui imposé un gouvernement que nos armées sont obligées de défendre et de garder? Pourquoi surtout nous être attirés l'animosité individuelle de son immense population si l'affaiblissement ou même la destruction de la France était dans notre véritable intérêt? Il fallait l'effectuer, ce que la morale civile peut condamner, la politique le absent. Mais il fallait l'avouer franchement, la nation, aussi bien que les individus, savons le soumettre à la nécessité, en disant nettement aux vaincus quand des droits de la victoire, leur orgueil s'est réfugié dans les vicissitudes de la fortune. Mais leur cœur s'est rempli de fiel et de rage, et on les dépoule avec le langage de la fausseté, de l'hypocrisie, de la mauvaise foi. C'est à leur joindre l'outrage, à la violence. Ainsi, pourquoi dire qu'on ne cherche que le bonheur des Français et les accabler des contributions? Pourquoi prétendre n'avoir voulu que les délivrer de la tyrannie et leur faire souffrir de maux intolérables, n'avoir fait la guerre qu'un seul homme et foule au pied de toute une nation, saisir ses forteresses, à le dépouiller des trophées qui lui valeront ses victoires, non parce qu'on l'a vaincu à son tour, ce qui serait tout simplement très légitime, mais parce qu'ils le feront, lui dit-on, que le résultat du vol et du brigandage. Pourquoi tant de contradictions entre les actions et les paroles? Si qu'au travers de tout cela, on marche à un but grand, n'oserait avoué on est guidé par une doctrine trop impopulaire. On cherche à servir un parti en Europe et non des principes éternels. Loin de moi l'idée d'aucune application personnelle. Je veux être ici sans préjugés, sans pétillon. Je ne connais en cet instant que les intérêts de mon pays. Puissons nos ministre ne connaître que de pareils sentiments? Mais comment ont-ils pu placer la Grande-Bretagne au rang
ou, ou la tête des puissances qui ont anéanti son pudeur à la face des nations, les droits sacrés de l'indépendance des peuples. De quel fond ont-ils pu sanctionner de pareilles maximes? Leur séjour au Congrès de Vienne les aurait-il donc enivrés à la coupe de vieilles doctrines continentales ou la venue des souverains étrangers en ce pays où y aurait-elle inoculé les sentiments de pouvoir absolu et détruit la maxime nationale des droits du peuple qui a pu les conduire à renverser le choix solennel d'une nation? À ce retour, Napoléon avait consacré les institutions publiques, les lois fondamentales qui sont les nôtres. À ces actes, il devait toute sa popularité et toute sa force. S'il est eux enfreint, il n'était plus rien, et il était trop habile et trop fort pour qu'on peut lui en supposer la pensée. Alors les institutions des deux peuples se faisaient correspondu, en dépit de toutes choses, à leur arrivée, peut-être souvent d'un système nouveau, inconnu, et deux peuples qui jusqu'ici n'ont senti que l'éloignement et la haine. Ils ont pu venir à ne cimenter qu'une union naturelle et des intérêts séparables et communs. Au lieu de cela, des vues étroites et immorales nous ont placés dans une attitude forcée et contre nature. Elles mettent la Grande-Bretagne en opposition directe avec ses mœurs, ses lois, sa doctrine, sa religion. Nous, peuples libres, nous imposons des chaînes. Nos voisins, nous, peuples souverains, nous détruisons à côté de nous la souveraineté du peuple. Nous, les gardiens des idées libérales, nous employons nos forces à les éteindre. Nous, les protecteurs et la tête de la religion protestante, nous laissons massacrer nos frères de France en présence de nos bannières nationales que les ministres ne viendront pas faire valoir comme un avantage pour nous d'entretenir par là sur le continent une armée considérable qui ne nous coûtera rien. Je redoute cet avantage, bien plus que certains rêveurs. Sur une sol étrangère, nos soldats, nous devenons étrangers. Ils finissent par n'avoir de patrie que le champ de bataille, les murs, les maximes de nos jeunes gens se corrompent au milieu des murs et des maximes des étrangers. Si les ministres gardiens de notre Constitution avions hérité de l'esprit de nos pères, au lieu de mettre un prix à conserver une grosse armée, ils s'empresseraient bien plutôt de la réduire. Les ministres se jetteront-ils sur ce que les alliés ont voulu, une fois pour toutes, détruire dans son principe l'esprit révolutionnaire? Mais dans ce sens, la révolution était finie. Les alliés la recommençons. Les souverains, en exaltant leur prérogative, en favorisant à l'excès de la faction de l'aristocratie, ont réveillé la jalousie et les passions des peuples. L'Europe sera bientôt divisée partout, dans les deux parties extrêmes de Marius et de Sylla. La cause des rois et celle de leur cour était gagnée. Il y a remettons en question où cela ne peut-il pas nous mener. Il n'est point de pays en Europe que j'ai mis davantage des excès de la
Révolution française que la France, les malheureux pays serait-il destiné à donner le spectacle des excès contraires, une erreur vulgaire propagée par nos mesures et qu'on ne saurait s'empêcher de relever en passant ce que celui qu'on anathematise aujourd'hui comme l'homme de la Révolution est précisément celui qu'il a merveilleusement arrêté dans son cours avec la force et l'énergie de l'athlète qui arrêteront un seul instant la carrière. C'est lui qui a remis la France dans la société de l'Europe. C'est lui qui a rétabli les murs, les principes, le langage de notre civilisation. C'est là qui a fait disparaître les taches de cette révolution devant le plus bel éclat de la gloire. Les Alliés, en entrant en France, n'ont pu s'empêcher de rendre hommage à ces monuments, à ces institutions, à cette administration la plus vigoureuse et la plus éclairée que l'on ait connue. On serait devenus les souverains de Vienne et de Berlin si en entrant dans leur capitale, ils se fût laissé aller à révolutionner le peuple. On sait au contraire qu'il y contient les germes qu'il y trouva. Ce fut au point que les révolutionnaires les regarderont alors comme un apostat de la révolution. Comment se fait-il que les circonstances de notre maladresse l'ont déclaré aujourd'hui aux yeux de ces mêmes peuples, les martyrs et les messies? Il fallait les combattre quand il était à craindre pour nous. Et nous associer son génie sitôt que notre premier but a été rempli, que nos ministres ne viennent pas davantage pour justifier leur conduite et leurs mesures. Nous dire qu'il y était forcément obligé par les grands principes de la légitimité. Qu'entendrait-il donc par là? Serait-ce l'empêchement absolu de l'élévation de toute dynastie nouvelle? Ignore-t-on que ce principe vrai entier ne se décidons que par des faits dans le monde politique? Ne sait-on pas bien que les couronnes sont dans la main de Dieu et dans le gain des batailles? Si c'était Waterloo tourné autrement, que serait devenu pour eux ces grands principes de leur légitimité? Aurions-ils refusé de traiter sine qua non? Et pense-t-on sérieusement et de bonne foi nous faire croire que l'Europe ne peut exécuter avec l'apparition d'une dynastie nouvelle? Ou serait-on soutenir que le bien-être des peuples tient à consacrer que la faveur du ciel s'est épuisée tout à fait sur les familles qui règnent aujourd'hui? Mais depuis quand cette religion nouvelle dont nos ministres, comment sont-ils devenus si difficiles, si scrupuleux sur ces principes? Les communications intimes deviennent ces nombreux rapports secrets. Aurions-ils établi non seulement une coalition des rois, mais encore une coalition de doctrines et de ministres, une conjuration contre les jeux de la fortune et l'empereur irrésistible des choses? Nous fûmes donc bien un peu délicats lorsque nous reconnûmes le premier consul et reçûmes ses ambassadeurs, lorsque plus tard, seguirs avec lui, nous le reconnaissons comme chef du gouvernement français lorsque nous envoyons Lord Lauderdale traiter à Paris avec l'empereur des Français
lorsque ce même ministre traitions sur la même pièce, achetions et signions peut-être même des articles. S'ils ont été ratifiés, qui serait alors devenue la sainteté de leurs nouveaux principes? Pourquoi sont-ils en ce moment si indifférents sur les événements d'Espagne, où un fils a détrôné son père? Comment sont-ils les alliés de la Suède, où l'on a chassé le souverain légitime pour appeler une étrangère? Mais bien plus, comment ont-ils osé adopter cette nouvelle doctrine, sans songer à la famille qui nous gouverne, à la glorieuse révolution qui nous l'a donnée, aux belles lois qui l'ont consacrée et qui nous ont régis avec tant d'illustre jusqu'aujourd'hui? Mais c'est assez parler des fautes de nos ministres à l'extérieur. J'arrive à un de leurs actes domestiques qui outrage nos lois et blesse leur honneur, la déportation de Napoléon. Ce noble ennemi, par une magnanimité digne de sa vie, dédaignant de s'adresser à l'empereur de Russie qui s'est dit son ami, dédaignant de s'adresser à l'empereur d'Autriche dont il est devenu le fils, avait choisi son refuge dans notre île, au sein de notre nation qu'il avait combattu 20 ans. C'est qu'en but à toute l'Europe, il prétendait encore dans ses infortunes à conserver une indépendance. Il a trouvé dans la fixité l'empire de nos lois. Quel plus bien triomphal pour elle, quel plus éclatant hommage pour nos institutions. Les ministres lui ont tendu un piège. Ils ont encouragé ce sentiment. Et quand ils s'est mis en leur pouvoir, ils ont chargé des chaînes, car c'est un fait que personne ne saurait nier, que Napoléon est venu librement et de bonne foi à bord du Bellerophon. On lui dit que l'on avait autorité de le recevoir pour le conduire en Angleterre. Il a pris ses paroles pour un engagement de l'hospitalité. Sa lettre au prince régent en fait foi, et cet engagement a dû devenir réel pour lui quand cette lettre communiquée avant qu'il parut est demeurée sans observation. Vainement, nos ministres nous diront qu'ils ont été forcés de le livrer à l'ostracisme des rois, qu'ils en avaient pris l'engagement. On leur répondra toujours par ce dilemme accablant. On vous aviez pris cet engagement avant sa venue, et en attirant à vous, vous avez forfait à l'honneur, ou vous avez pris cet engagement depuis sa venue, et vous avez forfait à vos devoirs en soumettant nos lois et notre dignité était convenante étrangère. Je demande donc que Napoléon soit ramené, qu'il soit débarqué dans notre pays, qui s'était choisi pour asile. Je demande ce retour comme une réparation solennelle à l'outrage fait à nos lois, qui par ce triomphe se croîtront encore même de leur violation momentanée.